sommes de retour sur le plateau de Téléfinance pour cette édition du 16 mars 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien, on va désormais ouvrir notre page macroéconomie avec notre invité Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Philippe. Vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien. On va revenir avec vous longuement sur le marasme dans lequel est plongé le secteur bancaire européen et américain. Juste pour essayer de poser un peu le sujet, est-ce que selon vous c'est une simple coïncidence qu'en quelques jours les marchés financiers aient appris la faillite de SVB aux États-Unis et de deux autres banques et Crédit Suisse qui a rencontré des difficultés extraordinaires? Oui, ça ressemble à une coïncidence. Si tant est que le collapse du Crédit Suisse n'était pas quelque chose qui couvait depuis, je dirais, 2007-2008. Voilà, bon, apparaît l'année horrible 2021 où ils ont perdu 8 milliards et demi, 5 milliards avec Archegos et un peu plus de 3 milliards avec Greensill. On se demandait vraiment où ça allait. Il y a eu la restructuration de novembre 2022. Bon, on voit que cette banque va se... Alors comment on pourrait appeler ça, tomber en morceaux qui seront repris par les uns, par les autres. Mais le plongeon de 25-30% du 15 mars, il est lié à cette déclaration du patron du fonds saoudien qui dit on remet pas de billes. Enfin, ce qui a été compris comme on arrête les frais, c'est pas aussi simple que ça parce qu'en fait, si les Saoudiens remettent 1 milliard, 2 milliards, etc., ça veut dire qu'ils franchissent le cap des 10% de détention du capital et ça les oblige à ce moment-là à aller beaucoup plus loin, ce qu'ils ne voulaient pas faire. Moi, l'autre facteur qui, à mon avis, a été un vrai déclencheur, c'est quand Crédit Suisse dit on vient d'identifier de nouvelles failles dans notre modèle d'évaluation des risques. Donc ça veut dire il y a combien de cadavres dans le placard et ça, ça peut effectivement inquiéter les marchés. Bon, après ça, la semaine dernière, on a 3 faillites de banques américaines qui étaient tout à fait évitables. Bien sûr. Juste, elles étaient pas enfin, les règles prudentielles ne sont pas applicables aux banques régionales aux États-Unis. Du coup, par la force des choses, il ne faut pas s'étonner qu'elles rencontrent des difficultés à un moment où les taux. Toutes les banques qui ont ce modèle, si tout le monde vient retirer ses sous, si tout le monde fait un bank run, je vous annonce qu'il n'y a pas que les banques régionales américaines qui font faillite. Toutes les banques du monde font faillite si d'un seul coup les gens se disent alors qu'est-ce qu'on me garantit là, 250 000 $, donc le 251 millième dollar, je le retire. En Europe, c'est 100 000. Imaginons que d'un seul coup on ait un souci, je ne sais pas, sur une banque, on va dire une Commerzbank, Deutsche Bank, c'est Deutsche Bank sur qui on vient. Ou autre de Deutsche Bank. Tout le monde retire son argent en même temps, mais toutes les banques font toutes faillite. Là, c'est plié. Vous savez que les leviers sur les dérivés, etc., c'est extrêmement consommateur de capitaux. Si tout le monde veut reprendre ses billes en même temps, voilà, le bank run, c'est la prophétie auto-réalisatrice. Vous détruisez n'importe quelle banque dès que la confiance disparaît. Dès que la confiance disparaît. Alors, dans la nuit, on a appris que la Banque nationale suisse se renflouait à hauteur de 54 milliards de dollars. Crédit Suisse, c'est une bonne solution. Ça évite le risque systémique, finalement. C'est une banque systémique, Crédit Suisse. Ah, c'est merveilleux. C'est ce qu'il fallait faire. Ou fallait la laisser couler? S'il laisse couler, je pense qu'effectivement, ça crée un vrai problème systémique. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on découvre que finalement, en dehors de toutes les règles qu'on s'est fixées, de toutes les grandes déclarations qu'on a faites, et on a juré, promis que depuis 2008, on ne viendrait plus sauver les banques, il faudrait qu'elles se sauvent elles-mêmes, qu'elles fassent du bail-in. Quand tous les clients se foutent le camp, comme au Crédit Suisse, où il y a 110 milliards qui se sont déjà envolés, voilà, les banques sont incapables de faire un bail-in. Donc du coup, tout le monde est sauvé par la Banque centrale. Donc on est en pleine aléa morale. Vous pouvez habiller ça de toutes les expressions sophistiquées comme je ne sais plus quoi, un fonds de résolution temporaire mis en place là pour sauver justement les clients des Silicon Valley Bank et autres First Republic. Vous pouvez habiller ça de tous les noms. C'est quoi? Ça veut dire quoi que les banques fassent,
elles seront sauvées. Ce sont les seules entreprises cotées sur Terre qui vont être sauvées si elles ont un peu déconné ou si les choses se sont mal passées. Il faut reconnaître qu'elle bénéficie d'un statut spécial. Une banque, quand ça va mal, eh ben, elle est sauvée. Voilà. Donc on privatise les gains et on socialise les pertes à l'échelle quasi planétaire. Les Suisses se refusaient un petit peu à le faire. Bon, ils y sont revenus comme pour UBS en 2008. Est-ce qu'à l'image de la Banque nationale suisse, la BCE a dans son mandat la possibilité de lutter à la fois contre l'inflation et d'éviter la faillite du système bancaire européen ? Elle a comme mandat d'assurer la stabilité. Quand on a une banque systémique qui risque d'aller au tapis, évidemment que la stabilité est menacée. Donc à ce moment-là, dialectiquement, elle peut dire oui, c'est effectivement dans mes attributions d'éviter la catastrophe, tout comme Draghi avait évité la désintégration de l'euro avec son quoi qu'il en coûte. Donc ça sera quoi qu'il en coûte. Donc elle peut intervenir, parce qu'à 14h15, on attend tout à l'heure une décision très importante de la poursuite de la hausse ou non des taux directeurs de la BCE. Est-ce que selon vous, alors Christine Lagarde s'est époumonée tout au long du mois de février et début mars à dire que l'inflation n'était toujours pas jugulée, qu'il fallait lutter ardemment contre la hausse des prix et qu'il fallait envisager une hausse de 50 points de base à l'issue de la réunion de tout à l'heure. Du coup, est-ce qu'elle doit revenir sur cette décision ? Mais c'est pas qu'elle doit, elle va. Regardez le message que nous envoie le marché d'échange le mercredi 15 mars. L'euro perd pratiquement 2%. Face au dollar, on tombe à un moment, je crois, à 1,0525, on venait de 1,0730, donc on perd presque 2%. C'est quoi ? Le message est clair. Ça veut dire que, au minimum, elle se contente de 25 points. C'est d'ailleurs exactement l'écart qu'on observait sur toutes les échéances obligataires, enfin du 6 mois au 10 ans, on avait moins 25 ou quasiment sur les Bunds, les OAT, tout ce que vous voulez. Donc on a déjà discounté 25 points, mais sur le marché d'échange, hier, on pouvait presque lire qu'effectivement, elle pourrait dire pour calmer le jeu, j'arrête temporairement de monter les taux et on se revoit à la fin du mois d'avril ou début mai. Ça va probablement être 25 parce qu'il y a une question de crédibilité. Elle ne peut pas non plus dire je capitule en race campagne, j'arrête la lutte contre l'inflation, parce que là, il y a vraiment un problème de crédibilité qui se pose. Mais enfin, grosso modo, c'est peut-être la dernière hausse de taux. Peut-être. Même si dans les dernières statistiques sur la hausse des prix, l'inflation continue d'augmenter en France. Elle ralentit très faiblement, elle est toujours très élevée, mais la core, donc la sous-jacente, elle augmente. Mais oui, c'est ça qu'on regarde évidemment, parce que les autres variables sont, comme on dit, volatiles. D'ailleurs, le pétrole là vient de passer sous les 76. Mais oui, effectivement. Voilà, enfin, hier, on priceait tout ce que vous voulez, y compris une récession, parce que quand vous voyez le pétrole perdre 5% et s'enfoncer vers 76, alors qu'on était à 85 la semaine précédente, c'est qu'on a déjà intégré éventuellement une récession. Ce qui n'est pas d'ailleurs un raisonnement idiot, parce que on va demander aux banques, d'après ce qu'on a pu comprendre, plus de régulation, plus de vigilance. Donc ça veut dire qu'on va un peu leur rogner les ailes. Ils vont pas pouvoir continuer de prêter de l'argent dans des quantités illimitées comme elles le faisaient avant avec un argent gratuit. Donc où est-ce qu'on s'en va véritablement ? Si la hausse des taux s'arrête à 3% et que l'inflation est à 6,3%, la bataille contre l'inflation, elle est perdue. C'est aussi simple que ça. Bon, déjà à 3, avec une inflation à 6,3, on est déjà à la moitié. Est-ce que vous pensez que la BCE va monter les taux à 5 ? Tout se désintègre. Les États ne peuvent plus rembourser, les entreprises ne peuvent plus se refinancer. Donc on va certainement devoir réévaluer fortement les anticipations à l'aune d'une bataille perdue contre l'inflation. Donc la bataille est perdue selon vous contre l'inflation. En tout cas, elle est mal engagée. La bataille, on la cesse. C'est-à-dire qu'on avait prévu 8 régiments, on va en laisser 2. Ou j'aurais pu dire plutôt 4 régiments, c'est-à-dire 4 hausses de 25 points, et on va laisser un régiment. Bon, il va se retailler en pièces.
Hein, si en face, ils ont toujours leurs 8 régiments, c'est sûr que l'inflation va gagner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais entre deux mots, il fallait choisir le moindre. Entre la désintégration du système financier et la désintégration des classes moyennes, on choisit, comme d'habitude, hein, la désintégration des classes moyennes. Ok, écoutez, merci Philippe, ce sera le mot de la fin. Si vous le voulez bien, Philippe Béchade, rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien et qui intervient régulièrement sur notre plateau.